Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 19 mars 2026 et nos chers amis Richard DeWolf et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous. Heureux d'être ici. Heureux d'être retour. Permettez-moi de commencer par l'un des articles de The Economist. Voici ce qu'il dit. Ils appellent l'opération de Donald Trump « Opération Fureur aveugle ». Il affirme que la guerre en Iran rend Trump plus faible et plus en colère. Ce qui se passe en ce moment est assez incroyable. La nouvelle escalade, c'est l'attaque contre les installations pétrolières iraniennes qui a déclenché une réaction massive dans toute la région. Du Qatar à l'Arabie saoudite, en passant par les Émirats arabes unis, le Koweït et même Haïfa, tous ont été touchés par des missiles iraniens. Jusqu'à présent, Reuters a rapporté que le Qatar avait perdu 17% de sa capacité de production de GNL, ce qui pourrait poser un énorme problème pour le marché. En même temps, nous avons le problème du détroit d'Ormuz. Avant de te donner la parole, Michael, pour ton analyse de la situation actuelle, voici ce que Scott Bessent a dit à propos des sanctions, car les difficultés liées au détroit d'Ormuz exercent une forte pression sur l'économie mondiale. Voici ce qu'a déclaré Scott Bessent. Ils ont déclenché le plan d'urgence au sein de l'administration et au Trésor. Nous avons levé les sanctions sur le pétrole russe. Nous savions qu'il y avait environ 130 millions de barils en mer, et nous avons créé une offre au-delà du détroit d'Ormuz. Nous avions donc anticipé cela. Nous savions qu'il pouvait y avoir un point d'étranglement temporaire, et je veux insister sur le mot temporaire à cet endroit. Il y avait 130 millions de barils en stockage flottant. Dans les prochains jours, nous pourrions lever les sanctions sur le pétrole iranien actuellement en mer. Environ 140 millions de barils. Donc, selon la manière dont on compte, cela représente entre 10 jours et 2 semaines d'approvisionnement que les Iraniens avaient commencé à expédier. Tout cela serait allé en Chine. En somme, nous utiliserons les barils iraniens contre les Iraniens pour maintenir les prix bas pendant les 10 à 14 prochains jours, le temps de poursuivre cette campagne. Oui, Michael. Avant même que tu passes la parole à Mike, tout le monde devrait apprécier ce que cet homme vient de dire. Il vient de dire que le haut est le bas, que le bas est le haut, que le haut fera descendre le haut, et qu'ensuite nous aurons le bas et qu'il remontera. Et nous utiliserons contre les Iraniens le fait que nous leur permettons de vendre leur pétrole à la Chine, ce qu'ils faisaient d'ailleurs déjà très bien. Tu sais, quand on en arrive à ce niveau de vacarme et de fiction incohérente, c'est qu'on est assez proche de la fin, parce qu'on n'a plus grand-chose à perdre. La crédibilité est partie. La crédibilité, c'est parti. Donc il ne s'agit même plus d'étirer la crédulité. Elle est déjà déformée au-delà des mots de toute façon. Bref, je ne voulais pas interrompre. C'est juste qu'il faut vraiment prendre du recul. Monsieur Scott Bessent est le meilleur que Monsieur Trump ait pu trouver. Et cela en dit bien sûr long sur Monsieur Trump. Oui, Michael, vas-y. Eh bien, l'ironie, c'est que ce commerce de permis concernant le pétrole russe et iranien a en réalité inversé tout l'objectif de ce que Trump essayait de faire. En saisissant le pétrole iranien, l'effet a été d'obtenir le contraire des 3 objectifs fondamentaux des États-Unis. Et comme nous manquons de temps, j'ai pris la journée pour mettre mes idées en ordre. Je veux donc simplement exposer les 3 façons dont l'attaque de Trump a inversé toute la stratégie de la politique étrangère américaine. Premièrement, en fermant le détroit d'Ormuz, l'Iran a imposé l'équivalent militaire de sanctions sur le pétrole de l'OPEP, forçant le recours au pétrole russe, au pétrole iranien et à terme, dans le futur, au pétrole des mêmes pays que les États-Unis cherchaient à empêcher de vendre. Cela a donc inversé les sanctions américaines contre les approvisionnements russes en pétrole.
Et Trump a déclaré que la suspension des sanctions ne durerait qu'un mois environ, comme Bézan l'a laissé entendre, puis que tout reviendrait à la normale. Il ne permettra pas d'autres achats de pétrole russe. Eh bien, nous savons maintenant que c'est absurde. Nous savons désormais que l'interruption des livraisons de pétrole va durer, je pense, au moins jusqu'à la fin de l'année, et probablement jusqu'en 2027. Maintenant, le deuxième point que je veux souligner, c'est que l'objectif des États-Unis, depuis un demi-siècle, depuis 1974, a été de devenir le principal bénéficiaire financier de l'accumulation par l'OPEP de fonds de richesse en devises étrangères et de réserves internationales. Et ces économies ont pris la forme d'achats par l'OPEP, d'obligations, d'actions et de dépôts bancaires américains. Ainsi, la destruction de la capacité d'exportation de l'OPEP oblige désormais ces pays à commencer à vendre leurs réserves libellées en dollars pour financer leurs propres stocks, soutenir des économies lourdement endettées et combler les déficits qu'ils accumulent maintenant qu'ils n'ont plus aucun revenu provenant des exportations de pétrole. Et le troisième point, dont Richard et moi parlons depuis environ 6 mois, concerne tout le mythe fondateur qui sous-tend les exigences américaines de subventions de la part des pays étrangers, de l'OTAN comme de l'OPEP, en guise de paiement pour les efforts des États-Unis visant à protéger ces pays contre les menaces de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Eh bien, toute cette idée des États-Unis comme protecteurs, méritant un soutien financier à travers l'OTAN et les achats d'armes américaines par l'OPEP, dont on voit maintenant qu'elle ne fonctionne pas, a été détruite. Et les attaques de Trump contre le Venezuela et l'Iran, ainsi que ses menaces d'attaquer le Groenland, voire le Canada, ont montré qu'au lieu de protéger ses alliés contre la Russie, la Chine et l'Iran, les États-Unis eux-mêmes sont devenus la plus grande menace pour la stabilité mondiale. Ils sont désormais le principal sponsor mondial du terrorisme et du soutien à l'Ukraine contre les russophones, à Israël contre les Palestiniens et à Al-Qaïda en Syrie de manière générale. Ainsi, dans le cadre de ce système de guerre froide, je pense que l'incapacité des armes américaines à protéger leurs alliés les a amenés à comprendre que s'ils ont réellement besoin d'une protection militaire contre ces prétendues menaces, que la Russie, la Chine et l'Iran représentent le principal danger pour eux, cherchant à conquérir leurs voisins, eh bien les armes américaines ne vont pas les aider. Les missiles et les drones iraniens ont facilement contourné les défenses israéliennes et arabes de l'OPEP et en réalité les ont épuisées. Cela signifie que l'Iran peut désormais bombarder ses attaquants à sa guise. Ni les armes américaines, ni les promesses de défendre ses alliés ne fonctionnent. Alors, qu'est-ce qui empêche les autres pays d'intervenir dès maintenant et de dire « Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les États-Unis et Israël menacer l'économie mondiale entière, plonger nos économies dans une crise financière et nous forcer à fermer des secteurs entiers, réduisant l'emploi, provoquant le chômage, tandis que les prix du gaz et le coût du chauffage augmentent, comprimant les consommateurs et les poussant à s'endetter. Pourquoi ne se lève-t-il pas pour dire « Nous avons soutenu le mauvais camp. Nous devons nous protéger en intervenant et en arrêtant les attaques américaines. » Et en effet, l'Iran l'a clairement indiqué. Ces attaques ne cesseront pas tant que nous n'aurons pas réglé l'objectif à long terme. Il compte désormais tenir les États-Unis, Israël et tous les alliés américains des pays arabes de l'OPEP à l'écart du Proche-Orient. Vous nous avez menacés d'un danger existentiel, que nous serons détruits, que nos dirigeants seront personnellement anéantis, que notre pétrole sera saisi par Donald Trump, qui nommera personnellement un nouveau dirigeant, une sorte de Boris Eltsine iranien, qui laissera les compagnies pétrolières américaines revenir et reprendre le contrôle du pétrole iranien.
C'est essentiellement le plan auquel les autres pays consentent s'ils ne réagissent pas activement. Et pour l'instant, ils ne le font pas. En gros, Trump a dit « c'est notre guerre, mais c'est votre problème ». Vous vous souvenez que le gouverneur du Texas, Connally, avait dit cela lorsque le dollar avait été dévalué par rapport à l'or et qu'il ne restait plus que des billets du Trésor américain comme réserve mondiale. Il avait dit « eh bien, c'est notre dollar, c'est votre problème ». Eh bien, Trump dit « c'est notre guerre, c'est votre problème ». Alors, comment résoudre cela? Voulez-vous fournir les dragueurs de mines pour dégager le détroit d'Ormuz? Voulez-vous envoyer des forces pour combattre l'Iran? Nous n'allons pas le faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bombarder. C'est la seule chose qu'il nous reste. Nous n'allons pas envoyer de troupes. Trump l'a encore répété aujourd'hui. Pas de troupes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bombarder. Nous allons me stepter ce blèche with 30 fers iraniens, c'est l'Iran de prendre pour sa survie. Eh bien, évidemment, l'Iran va se battre pour sa survie. Et évidemment, les États-Unis ont l'intention de continuer à intensifier jusqu'à ce que la capacité d'exportation de pétrole de tout le Moyen-Orient soit anéantie. Ainsi, tout ce monde qui comptait sur les États-Unis comme source de stabilité plutôt que d'instabilité, c'est désormais terminé. La guerre entre les États-Unis et l'Iran, comme je l'ai dit, semble devoir se poursuivre l'année prochaine. Et je sais que je parle déjà depuis quelques minutes, mais je veux aborder un seul point, le premier que j'ai mentionné à propos des sanctions. L'objectif à long terme de l'Amérique, antérieur à la présidence de Trump, a été de monopoliser le commerce mondial du pétrole en imposant des sanctions contre les producteurs de pétrole dont les politiques s'opposent à celles des États-Unis, la Russie, l'Iran, le Venezuela et tout autre pays souhaitant exporter du pétrole en concurrence avec le bloc militaire et économique américain. En imposant des sanctions commerciales contre l'Iran en 1969, au moment où celui-ci a pris le contrôle de son propre pétrole après avoir renversé l'état policier militaire du Shah, puis à nouveau lorsqu'il a sanctionné le pétrole russe en 2022, et enfin le pétrole vénézuélien l'année dernière, les États-Unis ont de fait dollarisé la production pétrolière mondiale. Cela allait bien au-delà du simple fait de fixer le prix du pétrole en dollars. Yves Smith me rappelle toujours que le commerce du pétrole ne représente qu'environ 5 à 7% de la demande de dollars. Ce sont les mouvements de capitaux financiers qui déterminent réellement l'équilibre mondial. Le rôle des pétrodollars ne se limitait pas à fixer le prix du pétrole en dollars ou à en augmenter le coût. L'idée centrale était que les pays de l'OPEP conserveraient leurs revenus pétroliers ou les enverraient aux États-Unis. Et Kissinger a déclaré « Nous avons dit à l'OPEP qu'elle pouvait fixer les prix qu'elle voulait. » Nous n'allons pas vous laisser acheter le contrôle d'aucun pétrole, d'aucune entreprise américaine, ni même de biens immobiliers ou de fermes. Vous pouvez acheter des obligations ou des actions. Vous pouvez financer l'industrie américaine, mais vous n'aurez aucun contrôle ni ne pourrez utiliser votre propriété à vos propres fins, contrairement à l'objectif même des États-Unis lorsqu'ils investissent. Ainsi, les pays de l'OPEP représentent environ 40% du commerce mondial du pétrole et 20% de la production totale, mais 40% du commerce. Si le détroit d'Ormuz est bloqué pendant plus de quelques mois, cela va plonger tous ces pays dépendants du pétrole dans une dépression. Et ils ont déjà annoncé « Nous sommes obligés de vendre nos fonds nationaux ». Nous avons dû vendre des valeurs mobilières, vraisemblablement des obligations américaines, des dépôts bancaires et aussi des avoirs britanniques, afin d'équilibrer le budget, car les pays de l'OPEP eux-mêmes se sont endettés pour financer l'ensemble de leur développement immobilier dans une région du monde qui, normalement, ne peut pas vraiment le soutenir.
Ainsi, les prix mondiaux du pétrole, tout comme le marché boursier international et les taux de change, ont déjà montré une certaine volonté de compenser le ralentissement des exportations de l'OPEP en puisant dans leurs propres réserves nationales de pétrole. Bon, d'accord, cela va prendre un certain temps, peut-être quelques mois. Mais ensuite, toutes les réserves nationales qu'ils avaient mises de côté pour une telle situation d'urgence seront épuisées, tout comme leurs stocks d'armes le seront. Et tout ce que cela va faire, c'est repousser la crise jusqu'au moment où, lorsqu'ils n'auront plus de pétrole à mettre sur le marché et qu'ils ne permettront pas à la Russie et à l'Iran de remplacer l'OPEP comme principaux exportateurs mondiaux de pétrole, alors il y aura un effondrement. Alors que vont faire les autres pays? Vont-ils dire « Très bien, nous allons nous détourner de la dépendance à l'égard de l'OPEP », qui était un élément clé du système financier américain. Oubliez le système commercial, le système financier, la balance des paiements, tous ces avoirs obligataires, actions et dépôts bancaires, tout cela va commencer à s'inverser. Et ce que Trump a fait, c'est inverser cet objectif financier fondamental du contrôle américain sur le commerce du pétrole, qui était censé être le pilier de sa capacité à contrôler les autres pays. Et donc, pour aider davantage à prévenir une grave crise énergétique, comme nous venons de le dire, Trump a déclaré, enfin comme Biden l'a déclaré, que l'on pouvait acheter du pétrole russe. Une grande partie de ce pétrole est déjà sur des navires. Eh bien, que va-t-il se passer après 2 semaines ou 2 mois lorsque ces navires auront déchargé leur pétrole? Biden et Trump sont prêts à dire « Très bien, l'OPEP n'exporte toujours pas de pétrole parce que ses installations ont été détruites. Donc je suppose que vous pouvez continuer à acheter du pétrole russe et iranien à perte de vue. » Eh bien, quel changement par rapport à ce qui était censé être tout le fondement du contrôle américain sur le pétrole et donc sur son commerce énergétique et par conséquent sur toutes les industries chimiques, les industries d'engrais et tout le reste qui dépend du commerce pétrolier. Tout cela menace les alliés les plus proches de l'Amérique au sein de l'OTAN, l'Europe, le Japon et la Corée du Sud. Et pourtant, si l'on regarde le marché boursier aujourd'hui, tout semble à peine différent, comme si tous ces problèmes allaient n'être que temporaires. Le monde ferme donc les yeux sur les questions que Richard, moi-même et tous vos invités avons soulignées, des problèmes qui s'accumulent et qui vont se produire. C'est comme s'il existait une forme de dissonance cognitive, une réticence à reconnaître à quel point le problème est systémique, que les attaques de Trump et d'Israël, au nom des États-Unis sous la direction américaine, ont provoqué pour le monde. Richard, il y a quelques instants, nous avons appris que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz est ouvert, mais cela ne signifie pas que tout le monde peut l'utiliser. Jusqu'à présent, la Chine, l'Inde, l'Irak et la Malaisie utilisent le détroit d'Ormuz. Ils peuvent y passer, mais ce n'est pas le cas pour d'autres pays. Richard, il y a un article dans le Financial Times qui soutient que les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz illustrent la réalité d'une guerre économique multipolaire. Pendant des décennies, les États-Unis dominaient, c'est ce qu'il dit. Pendant des décennies, les États-Unis ont dominé le domaine des sanctions et utilisé la pression financière comme une arme stratégique. Aujourd'hui, d'autres puissances comme la Chine et l'Inde entrent en jeu et leur réaction sera, disons, différente. L'article soutient que personne ne sait vraiment quelle serait la réaction des États-Unis. Mais jusqu'à présent, il semble que la situation dans le détroit d'Ormuz rende tout ce concept bien plus complexe. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient? Well, first, the larger context.
Eh bien, d'abord, le contexte plus large. Je comprends que les gens voient en M. Trump quelqu'un d'incohérent, désordonné, pas très honnête, obtenant des résultats inattendus. Mais je ne pense pas qu'il soit si différent des présidents précédents. Je veux dire, les présidents américains ne sont pas de quoi se vanter. Nous pensons toujours que le précédent était meilleur, mais c'est seulement parce que celui que nous avons maintenant est encore pire que le précédent. Et nous pensions déjà que le précédent était meilleur que celui d'avant. Et j'ai remarqué qu'il est très à la mode aujourd'hui, surtout en Europe, de se moquer de la qualité du leadership de Starmer, Macron, Meloni et Merz. J'admets que je suis pris là-dedans. C'est une incompétence stupéfiante, simplement un manque total de réflexion. On sait depuis longtemps à quoi ressemble le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une découverte récente que cette zone est très vulnérable et que l'Iran y détient un pouvoir immense en raison de sa géographie. Il n'est pas nécessaire d'être un grand sociologue pour s'en rendre compte. Mais voici le point essentiel. Quand le vent souffle dans votre direction, il est acceptable de commettre une ou deux, voire trois erreurs, car le vent corrigera ce que vous avez gâché. Ainsi, les États-Unis ont tenté de renverser Castro en 1960-61. Une erreur catastrophique. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont échoué, vous voyez. Mais vous savez, cela n'a pas fondamentalement changé la domination des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle, car l'Empire était en pleine ascension, remplaçant les anciens Européens, remodelant le monde, établissant précisément les accords pétroliers que Michael nous a expliqués tout à l'heure dans des émissions précédentes. Je veux donc que les gens gardent un cadre de compréhension. Le problème aujourd'hui, c'est que le vent a tourné. L'Empire ne grandit plus, ne s'étend plus, il se rétrécit. Il est dépassé par une toute nouvelle puissance économique, construite avant tout autour de la République populaire de Chine, mais aussi avec les BRICS et l'alliance qu'ils ont formée, très habilement, malgré tant de différences entre les pays des BRICS. Néanmoins, ils se sont soudés en une sorte de coalition qui les aide à traverser cette crise. Vous savez, la Russie peut vendre son pétrole à la Chine. L'Inde peut en quelque sorte contourner les sanctions et acheter le pétrole dont elle a besoin à la Russie, et ainsi de suite. Très bien, je veux que vous gardiez cela à l'esprit. M. Trump est maintenant confronté au problème du déclin. Quand on commet une erreur, cela ne passe pas inaperçu. Cela empire. Cela aggrave votre situation plus qu'elle ne l'aurait été dans d'autres circonstances. Et nous pouvons déjà le constater. Il y a 6 mois, Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Les conséquences pour les États-Unis ont été relativement faibles. 6 mois plus tard, ils attaquent à nouveau l'Iran. Et les conséquences sont horribles. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé ici? Oui, vous pouvez répondre sur ce point précis ou sur un autre. Mais il y a un changement plus large en cours que nous devons maîtriser. Très bien. Cela dit, je veux examiner d'autres aspects de ce qui se passe. M. Edge nous a dit qu'il demandait 200 milliards de dollars supplémentaires d'autorisation budgétaire au Congrès pour mener cette guerre, qui bien sûr ne peut pas vraiment être une guerre, puisqu'ils n'ont pas laissé le Congrès voter pour savoir s'il fallait en avoir une ou non. Ainsi, le Congrès ne peut pas voter pour décider de commencer une guerre, mais il doit maintenant voter pour savoir s'il peut financer la guerre à laquelle il n'a pas participé. Ce sont des signes que la situation échappe à tout contrôle. C'est une pièce de théâtre tellement mal jouée qu'elle crie l'incompétence et la confusion. Mais c'est bien pire. La Cour suprême a invalidé les tarifs douaniers. Il y a maintenant une montagne de procès en cours, avec toutes sortes de personnes, y compris des consommateurs qui ont été pénalisés par ces tarifs
et ont dû payer plus cher, ainsi qu'innombrables entreprises importatrices qui réclament des remboursements, et ils vont certainement obtenir quelque chose. Je ne sais pas comment cela va être réglé, et je comprends que cela prendra du temps. Mais les 150 milliards de dollars qui constituaient la seule nouvelle source de revenus pour le gouvernement des États-Unis sont désormais fondamentalement compromis. Quelle qu'en soit la part que vous percevrez encore, ce ne sera pas grand-chose. Pendant ce temps, vous avez proposé une augmentation de 600 milliards de dollars du budget de la défense avant la guerre contre l'Iran. Et donc maintenant, la guerre contre l'Iran ajoute encore 200 milliards de dollars aux 600 milliards existants. Cela signifie, laissez-moi m'assurer que tout le monde comprend bien, que le budget actuel de la défense se situe aux alentours de 900 milliards de dollars. Vous allez ajouter 600 milliards pour le budget de l'année prochaine, plus 200 milliards pour la guerre en Iran. Vous doublez pratiquement vos dépenses de défense en une seule année, et vous êtes le pays qui dépense déjà plus pour la défense que la plupart du reste du monde réuni. Je veux dire, c'est tellement insensé que les gens vont se demander « Comment allez-vous faire cela ?» La seule manière concevable, à part une hausse des impôts, qu'il ne peut pas faire pour des raisons politiques. L'Amérique ne finance jamais ses guerres avec l'argent des impôts. Elle ne les finance qu'avec de l'argent emprunté. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le payer par les impôts, alors vous l'empruntez. D'accord, mais nous sommes déjà le plus grand pays débiteur du monde. Notre dette nationale s'élève à 35 000 milliards de dollars et nous n'avons plus la note AAA. Standard & Poor's, Moody's et Fitch, les trois agences de notation, s'accordent désormais à dire que ce n'est plus AAA, c'est à peine AA. Donc, vous allez devoir emprunter 800 milliards de dollars supplémentaires, alors que vous affichez déjà des déficits de plusieurs milliers de milliards. Maintenant, quand on y regarde de près, c'est de l'arithmétique simple, et rien de ce que j'ai dit ici ne nécessite d'informations particulières, de secrets ou quoi que ce soit d'autre. Tout cela est public, accessible à quiconque examine les chiffres pertinents. Alors maintenant, que va-t-il se passer? La seule façon pour les États-Unis d'emprunter l'argent dont toute leur politique étrangère a désormais besoin, c'est d'emprunter à un niveau jamais vu. Et cela marque la fin de la baisse des taux d'intérêt. Vous aurez remarqué qu'hier et aujourd'hui, la Réserve fédérale, dont certains disaient qu'elle abaisserait les taux d'intérêt parce que notre économie se dirige vers une récession, ne l'a pas fait. Elle affirme qu'elle ne peut pas le faire. Elle doit d'abord voir quelles seront les conséquences de cette guerre. Et Michael vient de suggérer qu'ils ne verront pas ces conséquences avant un bon moment, puisque la guerre va se poursuivre. Mais l'ensemble du marché boursier comprend que les taux d'intérêt vont augmenter. Et pour la macroéconomie américaine, ce n'est pas bon pour la bourse. Ce n'est pas bon. Et pour les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent au cours des 2 dernières années en pariant sur les turbulences géopolitiques en achetant de l'or, il faut se rappeler, acheter de l'or comporte un risque, car l'or ne rapporte rien. Il n'y a pas de taux d'intérêt, aucune institution qui vous verse des intérêts. L'or est un actif qui se déprécie lorsque les taux d'intérêt augmentent, car l'argent cherche là où il peut générer un rendement. Alors, que s'est-il passé? L'or s'est effondré ces derniers jours, au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Depuis le début de cette guerre, non seulement l'or a cessé de monter, comme il le faisait depuis 2 ans, mais il a chuté brutalement. Le pétrole a augmenté, bien sûr, mais pas l'or. Le marché boursier est secoué par cette situation et beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent car l'or qu'ils avaient accumulé perd de la valeur très très rapidement.
Eh bien, vous savez, c'est un moment très dangereux. L'or servait autrefois de référence. On pouvait s'y fier. C'était un indicateur des troubles dans le monde, car lorsqu'il y avait des problèmes, tous les riches se tournaient vers l'or, espérant préserver leur fortune. Autrefois, ils se tournaient vers le dollar. Mais la hausse de l'or au cours des 2 dernières années repose sur le fait que le dollar n'est plus un refuge sûr. Aujourd'hui, le dollar ne l'est plus. Ni pire ni meilleur, et l'or non plus. Alors bon sang, où va aller l'argent? La réponse, c'est qu'il n'en a aucune idée. Cela ajoute un tout nouveau niveau d'incertitude et de chaos à la situation actuelle. Pour revenir à ce dont Michael parlait il y a quelques instants, à savoir les mouvements internationaux de capitaux, ils sont attaqués non seulement directement par tout ce que Michael a mentionné, mais aussi indirectement, à travers ces effets macroéconomiques de la situation actuelle. Pendant ce temps, les États-Unis prévoient d'augmenter leur endettement et d'accroître considérablement leur dette nationale. D'ailleurs, ce sont 2 choses que M. Trump avait promis de corriger. Ainsi, il ne s'agira pas seulement du fait que l'homme qui disait qu'il n'aurait pas de guerre en a déjà eu de grandes. Ses déficits vont être importants, sa dette nationale va être importante, et la hausse des taux d'intérêt, combinée à la flambée des coûts de l'énergie, signifie que l'inflation va s'aggraver. Il y a déjà des activités d'investissement fondées sur cette hypothèse. Tout cela devient totalement chaotiquement incontrôlable. Et j'espère, enfin pour reprendre le point de Michael sur la dissonance psychique, qu'on ne ressent une dissonance psychique que si l'on laisse entrer dans son esprit les contradictions qui nous entourent. L'Amérique a toujours été un pays unique dans sa capacité à gérer les contradictions en faisant semblant qu'elles n'existent pas. Ainsi, les personnes qui dirigent cette société ne sont pas confrontées aux contradictions. Tout semble fonctionner. Et tu sais d'où cela vient? D'un empire qui vient de connaître un siècle d'ascension et qui est encore incapable de reconnaître l'idée que c'est terminé. Cela n'arrive plus. Et nous ferions bien de repenser les problèmes, car ils s'aggravent à mesure que nous continuons à faire semblant qu'ils n'existent pas. Richard, ton point sur le financement de la guerre par l'endettement plutôt que par l'imposition du peuple est exactement ce qu'Adam Smith avait souligné. L'un des points centraux de la richesse des nations était qu'il s'opposait à l'endettement extérieur pour financer les guerres. Il se demandait comment éviter que la dette extérieure de la Grande-Bretagne ne l'oblige à lever des impôts pour en payer tous les intérêts. Il disait que la solution consistait à financer les guerres au fur et à mesure, car si les populations ressentaient le véritable coût de la guerre pour elles-mêmes pendant qu'elle se déroulait, à travers les impôts, elles seraient bien moins enclines à la soutenir avec autant d'ardeur patriotique. Et je pense que l'Iran, j'en ai parlé la semaine dernière, nous l'avons fait, lorsque l'Iran a insisté pour que l'une des conditions qu'il poserait pour mettre fin à la guerre soit que les pays arabes de l'OPEP cessent de soutenir le dollar américain avec leurs avoirs financiers. Il fallait rompre la symbiose entre les économies arabes de l'OPEP et l'économie américaine. C'était le deuxième point que j'ai mentionné plus tôt et dont je voulais parler. L'objectif des États-Unis a été de dollariser le commerce mondial du pétrole, ou plus précisément, de dollariser les économies des exportateurs de pétrole de l'OPEP et les économies financières qu'ils ont accumulées au cours du dernier demi-siècle grâce à ce commerce pétrolier. Eh bien, Joe Kent, qui était l'ancien chef de cabinet de Tulsi Gabbard et occupait lui-même un poste de conseiller en sécurité, vient de démissionner publiquement il y a quelques jours. Et je crois qu'il a dit hier, le 18 mars, dans l'émission de Tucker Carlson,
qu'une exigence majeure des États-Unis pour négocier un accord avec l'Iran était d'insister pour que ce dernier vende son pétrole et son gaz uniquement en dollars et les fixe en dollars, plutôt qu'en toute autre devise des BRICS ou non libellée en dollars. Eh bien, le but de tout cela, comme je l'ai mentionné, n'est pas vraiment la fixation des prix en dollars. Cela importe peu. C'est plutôt que le fait de détenir ces réserves sous forme de prêts américains aux États-Unis donne à ces derniers quelque chose qu'ils peuvent saisir et utiliser à leur profit, tout comme l'Europe a confisqué 300 milliards de dollars d'avoirs russes en Europe. Ainsi, l'investissement des profits pétroliers et des rentes de ressources de l'OPEP en dollars a fait des pays arabes de l'OPEP des otages des États-Unis. Et l'Iran l'a reconnu. C'est essentiellement la motivation derrière l'idée selon laquelle il faut rompre ce lien entre le pétrole et le dollar. Ce qui a été le plus important pour les relations entre les États-Unis et l'OPEP, c'est précisément la question de ce qu'ils vont faire de leurs revenus d'exportation. Il n'est pas nécessaire de posséder réellement les ressources pétrolières pour en contrôler le commerce. Les cheikhs du Moyen-Orient peuvent posséder leurs ressources, tant que l'argent issu de ces exportations, l'argent provenant de ces ressources, est entièrement envoyé aux États-Unis sous forme de prêts. Et ces prêts sont, comme tu viens de le souligner, Richard, la manière dont les États-Unis veulent financer leur guerre contre le monde avec l'épargne du monde et non avec leur propre argent. C'est cela, le standard du dollar. C'est la nouvelle forme d'impérialisme. Henry Kissinger a clairement indiqué en 1974 que les avoirs en dollars de l'OPEP ne devaient pas prendre la forme d'une véritable propriété et d'un contrôle d'entreprises américaines, comme je l'ai mentionné, mais plutôt celle de participation plus anonyme en obligations et en actions. Cette dimension du compte de capital, c'est ce que signifie réellement la dollarisation du commerce pétrolier. Et bien sûr, d'autres pays recyclent déjà une grande partie de leur argent aux États-Unis en achetant des exportations d'armes américaines qui, comme nous le voyons maintenant, n'ont pas été capables de les protéger. Ce ne sont pas vraiment des armes destinées au combat, ce sont des symboles de statut à exhiber lors des défilés, comme posséder une voiture de luxe ou une sculpture célèbre, mais pas à utiliser pour la défense. Et tout à coup, les pays qui achetaient des armes américaines se sont rendus compte, attendez une minute, elles ne fonctionnent pas. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'une déclaration du Premier ministre malaisien Mahathir en 2022. Il avait acheté des avions américains très sophistiqués pour environ 600 millions de dollars destinés à l'armée de l'air malaisienne. Puis ils ont découvert que tous ces avions étaient équipés d'un interrupteur de neutralisation. Il s'est avéré que chaque avion acheté par la Malaisie pouvait être contrôlé par les États-Unis et que les Américains pouvaient appuyer sur un bouton, tout comme Stuxnet avait pris le contrôle des centrifugeuses iraniennes. L'interrupteur permet à un contrôleur américain de prendre le contrôle de l'avion et de le faire voler où l'Amérique le souhaite. Ainsi, si la Malaisie ou tout autre pays achetant un avion de ce type tente de l'utiliser pour se défendre contre un allié des États-Unis ou pour attaquer un allié des États-Unis, les États-Unis peuvent simplement prendre le contrôle de l'appareil et soit le faire s'écraser, soit même le retourner pour qu'il bombarde son propre pays. Toute cette idée des exportations d'armes américaines, qui dans de nombreux cas sont presque aussi importantes en volume que les flux financiers vers les États-Unis, a soudainement explosé. Les gens disent « Attendez une minute, les avions ne fonctionnent pas, et même si nous les achetons, nous n'en avons pas le contrôle. » Vous voyez, quel genre de commerce d'armes est cela? C'est vraiment étrange.
Si l'on regarde ce qui s'est passé avec toutes les économies des pays de l'OPEP dans les années 1970, après la hausse du prix du pétrole, une grande partie a été placée dans des banques américaines. Ces banques américaines ont ensuite prêté cet argent à ce qu'on appelait alors les pays du tiers-monde, aujourd'hui appelé le Sud global, et ces prêts étaient impayables dès le départ. Ils étaient conçus pour rendre d'autres pays dépendants des États-Unis pour leurs importations alimentaires, leur commerce, et pour qu'ils suivent les conseils de la Banque mondiale, des conseillers américains et du milieu universitaire. À savoir qu'ils devaient se spécialiser dans les matières premières, ne pas s'industrialiser, se spécialiser dans les produits à faible coût de main-d'œuvre, mais pas dans ceux à forte valeur ajoutée et sophistiqués. Ils ne faisaient pas exactement ce que faisait la Chine. Eh bien, tous ces prêts ont fini par mal tourner, et cela a mis fin à tout le recyclage des investissements bancaires et obligataires américains vers les pays du Sud global, lorsque les obligations d'Amérique latine et d'autres pays du Sud global ont dû être dépréciées. Nous faisons face aujourd'hui à une situation similaire, non seulement avec ces mêmes pays du Sud global, qui ne peuvent pas se permettre de payer les prix élevés des engrais fabriqués à partir de gaz, du pétrole et du gaz eux-mêmes, ainsi que de la nourriture qu'ils doivent importer et qui est produite avec des engrais issus de ce gaz. On peut voir l'ensemble du processus. C'est comme éplucher un oignon en découvrant toutes les différentes couches de ce que cela signifie. Et j'en propose là de l'impérialisme. Je ne vais pas m'y attarder ici, mais je souligne ces points pour montrer ce que les pétrodollars peuvent signifier aujourd'hui. Cela concerne désormais toute l'accumulation d'épargne que les pays de l'OPEP ont réalisée. Nous voyons beaucoup de leurs investissements en capital, les milliards de dollars que le Qatar devra dépenser pour remplacer sa capacité de raffinage de gaz, tout le commerce touristique de luxe que les pays arabes ont développé. Tout cela est aujourd'hui menacé, et soudainement, ils vont devoir liquider ces réserves qu'ils pensaient être leur richesse permanente et croissante. Tout est en train d'être anéanti, et ils doivent tout revendre. Et c'est comme si, quel avait été le but de tous leurs efforts pour devenir de grands exportateurs de pétrole et investir dans toutes ces vastes réserves, ces projets touristiques et hôteliers, l'immobilier et les entreprises financières qu'ils ont menées. Ça a été un désastre. Eh bien, je veux conclure en soulignant qu'au Royaume-Uni, Starmer a déclaré ces derniers jours que si les États-Unis se retiraient de l'OTAN, alors la Grande-Bretagne, je cite, « n'autorisera pas les bases américaines à opérer sur le territoire de notre pays. » Ainsi, ce que Trump a peut-être fait, ce n'est pas seulement briser le marché des exportations d'armes américaines comme moyen d'économie, il a peut-être finalement détaché l'Europe de l'OTAN. Et si l'Europe se détache de l'OTAN, alors quel serait le sens de son combat contre la Russie? Quel est l'intérêt de se battre contre l'Iran? Si le déclencheur est le besoin de pétrole et de gaz pour éviter un effondrement économique, alors la solution consiste à mettre fin à toute la guerre froide américaine contre la Russie, la Chine et l'Iran. Et sans le soutien d'autres pays à cette guerre froide américaine, toute la stratégie des États-Unis visant à menacer ou à détruire d'autres nations, si elles ne se conforment pas, s'effondre. Les États-Unis sont en train de détruire les économies d'autres pays, principalement celles de leurs alliés. Et peut-être que ces alliés disent maintenant, nous préférerions réorienter notre commerce, notre diplomatie et nos relations financières vers des nations qui ne se livrent pas à un aventurisme impérial qui ruine nos économies. Voilà, en résumé, l'essentiel. Oui, vas-y, Richard. Yeah, go ahead, Rich. Oui, une grande partie du monde a été surprise lorsque, au cours des 2 premières semaines de la guerre, des questions ont été posées.
à la fois aux États-Unis et à Israël d'un côté, et aux porte-parole iraniens de l'autre. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos intentions? Qu'espérez-vous accomplir? Et les États-Unis ont donné une réponse confuse. L'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires, ce qu'il a déjà accepté de ne pas avoir, de toute façon. Mais malgré tout, cette idée persiste. M. Netanyahou peut constamment effrayer son propre peuple en affirmant qu'il les sauve des armes nucléaires que l'Iran aura prêtes la semaine prochaine. Vous savez, même si toutes les agences intermédiaires, l'Agence internationale de l'énergie atomique, toutes, affirment que l'Iran n'est pas en mesure de le faire, et même les services de renseignement américains disent qu'ils n'en sont pas si proches, même s'ils le voulaient. D'accord. Eh bien, alors c'est un changement de régime. Laissons cela de côté un instant. Les Israéliens parlent de changement de régime, mais ils semblent littéralement vouloir dire éliminer la direction et la remplacer par quelqu'un d'autre qu'ils pourront terroriser, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Assassiner des dirigeants est un acte terroriste. Cela l'a toujours été. Le terme « terroriste » désignait à l'origine des personnes comme ces Russes qui ont assassiné les tsars au XIXe siècle. On les appelait terroristes parce qu'ils terrorisaient la direction de leur pays. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les Iraniens. Ils ne disent pas ce à quoi on pourrait s'attendre, ou du moins ce à quoi les journalistes s'attendent. Ils ne disent pas « vous devez arrêter de nous bombarder ». Ils ne disent pas ça. Cela ne résoudra pas la guerre. Cela ne mettra pas fin à la guerre pour eux. Ils le précisent clairement. Wow, vous allez faire cela? Non, non. Et ensuite, ils expliquent, et voici l'explication. Nous voulons que les États-Unis quittent le Moyen-Orient. Wow. Tout le monde se dit, ils doivent être fous, quoi? Vous savez, c'est comme la vieille blague, le slogan « Les États-Unis hors d'Amérique du Nord ». Non, c'est drôle parce que les États-Unis font partie de l'Amérique du Nord. Et c'est pas drôle, mais c'est étrange. Mais laissez-moi maintenant expliquer pourquoi ça ne l'est pas. L'explication la plus simple, c'est que le problème de l'Iran n'est pas ceci ou cela. Ce n'est pas le détroit d'Ormuz, ni les navires qui passent, ni rien de tout cela. Le problème pour les Iraniens, qu'ils ont finalement dû comprendre, c'est la présence des États-Unis dans cette partie du monde. Michael nous en donne les détails. Le pétrodollar, le contrôle des flux de capitaux, la fixation des prix du pétrole, tout cela. Oui, mais c'est le rôle des États-Unis au Moyen-Orient. Et même si l'on en change une partie, d'accord, le pétrole peut être échangé en yuan chinois ou en euros ou autre. Ce n'est pas la question. Les États-Unis veulent diriger l'économie mondiale ce siècle-ci, comme ils l'ont fait, en gros, pendant la majeure partie du siècle dernier, ce qui ne devrait surprendre personne. Mais les Iraniens disent que c'est là le problème. Pour le dire avec mes mots, votre empire ne s'en va pas tranquillement, ni assez vite. Vous nous dérangez dans cette partie du monde. Vous essayez désespérément de vous accrocher à ce que vous avez créé ici dans la seconde moitié du XXe siècle. Et la vérité, c'est que tout cela s'inscrit dans une continuité, du renversement de Mossadegh en 1953 jusqu'à la guerre actuelle. C'est un processus sans fin qu'ils ont compris. Voilà notre problème, à nous Iraniens. Nous avons ici quelqu'un dont le partenaire junior, Israël, est aussi une source d'agacement. Mais tout le monde sait que sans les États-Unis, il n'y aurait soit pas d'Israël gênant, soit pas d'Israël du tout. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est celui-ci. Ne faites pas une autre guerre avec Israël. C'est déjà assez grave que le Hezbollah s'en charge. Ce n'est pas notre problème. Vraiment pas. Notre problème, et c'est pour cela que cette guerre ne s'arrêtera pas, c'est que vous devez partir.
Et le reste du monde se dit, quoi? Un petit pays pauvre donne des leçons aux États-Unis. Oui, parce que c'est là où nous en sommes. L'épuisement de cet empire, on n'aurait pas pu le faire si c'était l'Afghanistan, trop pauvre et trop petit. Et on n'aurait pas pu le faire en Irak, pour la même raison, ni même au Vietnam, pour la même raison. Mais maintenant, il y a 92 millions de personnes, juste à la frontière avec la Russie, capables de s'assurer qu'elles auront des drones et des missiles pour toujours. C'est donc désormais un combat inégal qui, soudain, ne paraît plus si inégal que ça. Et pendant que les gens peinent ici, aux États-Unis, ils balayent simplement cela d'un revers de main. Ils veulent que nous quittions le Moyen-Orient. Grosse erreur. Vous vous moquez, je comprends que ça vous aide à affronter cette réalité, mais c'est bien ce que vous essayez de faire. Tu essaies de rejeter ce qui est terriblement présent. La question obsédante, mon Dieu, est de savoir s'ils peuvent résister aux bombardements qu'ils subissent de la part d'Israël et des États-Unis assez longtemps pour réellement gagner. Quant à cette idée, je n'en sais rien. Je veux dire, Nima, tu connais mieux que Michael et moi la réponse et ce que le peuple iranien peut et fera, compte tenu de toutes les luttes à l'intérieur de ce pays. Toutes les différences, tous les conflits, comme en ont tous les pays. Mais l'Iran a certainement sa part. Peuvent-ils tenir assez longtemps? Parce que plus on y pense, plus la déclaration extraordinaire de leurs dirigeants « Nous allons nous battre jusqu'à ce que les États-Unis quittent le Moyen-Orient », au lieu de paraître folle, devient une possibilité brillante qu'ils semblent prêts à combattre pour réaliser. Et alors la question devient, jusqu'à quel point les États-Unis ont-ils descendu l'échelle du déclin, au point que la capacité des Iraniens à endurer dépasse celle du peuple américain à supporter un gouvernement qui agit comme celui-ci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce dont nous parlons ici, c'est d'un affaiblissement. C'est pourquoi je me suis concentré sur la dimension macro. Nous sapons la cohésion de cette société par nos propres actions. Si les taux d'intérêt augmentent, si l'inflation recommence à grimper, si une récession survient, toute chose désormais plus probable qu'avant le début de cette situation, alors l'Iran entrera dans l'histoire de l'humanité comme ayant compris avant nous tous que, pour reprendre une image venue de Chine, c'est un tigre de papier. Eh bien, Richard, je pense que l'Iran peut tenir plus longtemps que les États-Unis et leurs alliés, car l'Iran peut simplement dire au monde, si vous n'intervenez pas pour arrêter le terrorisme et la destruction des États-Unis et d'Israël, alors c'est toute l'économie mondiale qui va s'effondrer, ou du moins celle de l'Amérique et de ses alliés en Europe et en Asie. Parce que nous ne nous laisserons pas tuer sans entraîner dans notre chute toutes les nations qui n'ont pas arrêté les États-Unis et Israël. C'est donc essentiellement son message, et nous avons déjà vu sa volonté d'agir ainsi, car il n'a en réalité pas le choix. S'il s'arrête, il sera anéanti par Trump, qui reviendra l'attaquer encore et encore. C'est ce que ses dirigeants ont déclaré, et cela semble certainement une évaluation réaliste du comportement des États-Unis. Il revient donc au reste du monde d'empêcher sa propre destruction économique, et il n'a même pas encore sérieusement commencé à le faire. Oui, oui. Richard, veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, c'est juste que je réagis encore à... Je n'avais pas entendu ce que Michael avait dit à propos de Starmer. J'ai un pied en Europe, je parle ces langues, ma famille vient de là-bas, et ainsi de suite. Si cette citation est exacte, eh bien, je n'ai jamais entendu Starmer faire preuve d'assez de courage pour faire quelque chose de ce genre. Il est à la fin de sa carrière politique, même s'il pensait en être au milieu. Il a gâché une élection où il était arrivé au pouvoir avec une majorité travailliste dans les deux chambres du Parlement, et il a tout détruit.
il est extrêmement détesté et impopulaire, au même niveau que Macron en France. Pour notre public, il y a eu des élections municipales le week-end dernier, dimanche dernier, et le parti au pouvoir de M. Macron a tout perdu. Soit les nationalistes de droite, soit la gauche. La France insoumise et cette coalition de la gauche ont très bien réussi. Mais le centre que M. Macron représente, il a complètement disparu, totalement disparu. Et c'est généralement un avant-goût des élections nationales à venir. Je me demande donc depuis combien de temps il faudra pour que les Européens reconnaissent que la politique étrangère américaine, parce que comme je le dis, c'est un empire en déclin, ne consiste plus à avoir des alliés avec lesquels on règle les choses. Elle veut des tributaires. Un allié n'est intéressant que dans la mesure où il nous enrichit et nous rend donc plus sûrs. Ils ne l'ont pas fait suffisamment. Alors je vais me plaindre qu'ils sont des sangsues, qu'ils ne font rien pour nous. Je veux dire, nous sommes stupides, mais on peut comprendre d'où cela vient. On veut leur soutien. Cette décision d'attaquer avec Israël n'a pas été discutée. Le gouvernement allemand l'a clairement indiqué la semaine dernière. M. Merz l'a dit. Et ce serait l'économie la plus importante avec les États-Unis à soutenir. Par exemple, si les gens ne le savent pas, l'Allemagne est actuellement le principal soutien de l'Ukraine. Donc, ne pas se coordonner avec l'Allemagne est tout simplement stupide. Puis leur demander, et pas très gentiment, de vous aider. S'il vous plaît, envoyez-nous des navires de guerre. Alors que, comme Michael le souligne à juste titre, ils n'en ont pas, ou très peu. Et ceux qu'ils ont ne fonctionnent pas très bien, car ils n'en ont pas eu l'usage. Et ensuite, se fâcher quand ils disent « Eh bien, vous savez, Starmer avait d'abord dit oui, puis il s'est rendu compte. » Regardez l'ironie de la situation. Il a compris que sa carrière était terminée, à moins qu'il ne s'y oppose, car de cette façon, il pourrait devenir un héros pour tous les Britanniques qui n'aiment pas être traités de cette manière. Le Parti conservateur anglais, d'une bêtise confondante, et le Parti réformiste de Farage, encore plus scandaleux, se montrent enthousiastes à soutenir les États-Unis pour des raisons que Dieu seul pourrait nommer. C'est leur façon de penser. Si tant est que le mot « penser » s'applique. Ainsi, M. Starmer vient de découvrir qu'en adoptant une position anti-américaine, il pourrait avoir la meilleure chance de ne pas disparaître. Cela n'a rien à voir avec l'Iran ni avec l'impérialisme britannique, qu'il n'a jamais remis en question et qu'il ne remettra jamais. On peut voir un autre exemple dans l'histoire du capitalisme, où je dirais, c'est toujours la situation intérieure qui détermine si l'on part en guerre, quand on part en guerre, comment on fait la guerre et quand on y met fin. Je pense que ce sera le résultat de 2027, de ce qui se passera dans ce pays qui mettra fin à cette guerre. Ou bien la crainte de M. Trump, face à ce qui commence à se produire dans l'économie, l'obligera à y mettre un terme. Et alors la question sera, remarquez comment elle se déplace, il ne s'agira plus de ce que les États-Unis vont faire, comme si tout commençait et finissait là. Ce sera plutôt, que vont faire les Iraniens si les Américains cessent de bombarder et déclarent la paix? Que vont-ils faire? Et maintenant, le monde entier va se concentrer sur la direction iranienne, du moins sur ce qu'il en reste, afin de formuler une base pour mettre fin à cette guerre, ce qu'ils ne sont peut-être pas prêts à faire, plaçant M. Trump dans une position absolument unique, compte tenu de la fanfaronnade avec laquelle il essaye de tout faire. Il devra le faire. Mais vous savez, il en sera capable. Vous savez comment je le sais? À cause de cet extrait de Scott Bessent. Nous levons les sanctions contre la Russie. Nous levons les sanctions contre l'Iran afin de vaincre la Russie et l'Iran. Nous leur donnons une tonne d'argent. Nous leur payons des prix exorbitants pour ce qu'ils exportent. Et ça,
c'est un sacré coup contre eux. C'est tellement stupide qu'il faut vraiment s'arrêter, respirer profondément et comprendre qu'il est probablement, remarquez que je ne suis pas sûr, il est probablement pas aussi stupide que ça. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est de la stupidité au carré. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné Starmer, car lorsque même les opportunistes prennent leur distance avec les États-Unis, ce sont les canaris dans la mine de charbon. Et si vous regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne cette semaine, ils augmentent fortement les prix du gaz. Les salariés britanniques sont étranglés par la hausse du coût du chauffage de leur maison, de l'électricité. Tous les prix de l'énergie qui pèsent sur les travailleurs et leurs employeurs montent en flèche, révélant bien des choses. Et le problème ne se limite pas à l'Europe avec Merkel, Macron et Starmer. Regardez la Corée. Il y a seulement 2 jours, le Parlement coréen a approuvé un don de 350 milliards de dollars aux États-Unis en déclarant « Si vous n'augmentez pas vos droits de douane contre nous, alors nous vous donnerons 350 milliards de dollars pour que vous, Donald Trump, puissiez les investir et garder la majeure partie des bénéfices, simplement pour que nous puissions conserver le marché de nos exportations. Mais que peut encore exporter la Corée si elle n'a plus le pétrole et le gaz de l'OPEP? Cela contredit tout ce que Trump avait promis, les 350 milliards de la Corée. Et puis il y a les 550 à 750 milliards que le Japon a promis d'envoyer aux États-Unis, alors que le Japon subit la même pression énergétique que la Corée. Et hier, la première ministre japonaise, russe, anti-chinoise et pro-américaine, était assise ici, les mains très crispées sur ses genoux, tandis que Trump disait « Vous savez, nous sommes vraiment surpris. L'Iran, il ne s'attendait pas à l'attaque. » Et la surprise, c'est ainsi qu'on gagne une guerre, comme lorsque nous vous avons bombardé au Japon. C'était une surprise. Bien sûr, vous l'aviez fait en premier, vous nous aviez bombardé à Pearl Harbor, c'était la discussion qu'il avait. On peut facilement imaginer l'effet que cela a sur le Japon et sur sa décision. Combien de temps encore pouvons-nous supporter notre servitude envers les États-Unis en y délocalisant notre industrie, comme la Corée a promis de le faire? Et tout cela, pourquoi? Alors que nous pourrions réellement faire des bénéfices en commerçant avec nos voisins, au lieu de rêver de les attaquer à nouveau comme nous l'avons fait dans les années 1930. Peut-être que Trump finira par provoquer une reconsidération de la paix mondiale à la vitesse où il va. Eh bien, j'ai reçu plusieurs courriels aujourd'hui, juste pour te donner une idée. Certains d'entre eux étaient vraiment « je ne vais pas les lire », mais si je le faisais, ils te tireraient des larmes. Les gens ont compris très vite. Pearl Harbor, c'était le Japon qui attaquait une base navale militaire dans ce port à Hawaï, tandis que ce que les États-Unis ont fait, c'est larguer des bombes atomiques sur 2 villes civiles. Hiroshima et Nagasaki étaient des centres de population densément peuplés. Donc, un pays a attaqué une cible militaire, l'autre a utilisé pour la première et unique fois dans l'histoire de l'humanité des armes nucléaires. Au fait, nous devrions discuter la semaine prochaine de la déclaration publiée par l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle elle envisagerait sérieusement la possibilité que des armes nucléaires soient déployées dans cette guerre. C'est tout ce qu'ils disent officiellement, mais apparemment, officieusement, ils s'attendent à ce qu'Israël doive le faire en raison du risque de disparition. Et, vous savez, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais cela me donne un mauvais pressentiment au creux de l'estomac. Donc je pense qu'une discussion pourrait être utile, ne serait-ce que comme un moyen, aussi faible soit-il, de faire face à une pensée aussi concevable.
Sure, sure. Bien sûr, bien sûr. Oui, merci beaucoup Richard et Michael d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Prends soin de toi. Prends soin de toi.